Bienvenue dans le 56cast numéro 60. Alors aujourd'hui, on va parler des images du vieux monde et des images du nouveau monde avec Rémi Mathis. Bonjour. Bonjour. Que pour une fois, nous n'invitons pas en sa qualité de spécialiste de Wikipédia, mais tu as un vrai métier, comme je vais me le rappeler parfois. Et tu travailles à la Bibliothèque nationale de France et tu es spécialiste des estampes. Et tu es en ce moment même commissaire d'une exposition à la BNF qui s'appelle Images du grand siècle. On a plusieurs commissaires, je suis un des commissaires. D'accord. Et donc tu viens nous parler d'estampes et le sujet, le rapport avec le numérique est absolument évident pour toi. Évidemment. Et tu vas nous expliquer pourquoi. C'est sur tout ce qu'il y a dans la circulation des images aujourd'hui qu'on avait déjà à l'époque et dont on ne se rend pas compte. C'est ça ? Voilà, exactement. Essayer de prendre un petit peu du recul sur ce qu'est une image et comment ça fonctionne et comment ça se diffuse. Et en regardant les images anciennes, on comprend plein de choses sur les images de l'Internet de maintenant. Eh ben, n'y connaissant rien en estampes, je suis super impatiente d'écouter ça. On va juste commencer par une bébé actu sur des histoires d'applications pour smartphone. Il y a 3 applications majeures qui viennent de sortir sur différentes plateformes. On va commencer tout de suite par la moins intéressante. Enfin bon, Apple Music est arrivé sur Android. Je n'ai pas grand-chose de plus à en dire que ça. C'était déjà sur les iPhones, obviously. Maintenant, c'est sur Android. Voilà. Plus intéressant, Firefox est arrivé sur iOS. Et comme une courge que je suis, ayant un Android, je ne m'étais pas rendu compte qu'il n'était pas sur iOS. Mais on ne le répétait pas parce que c'est censé être mon métier de savoir des choses comme ça. Parce que, en fait, Firefox, donc le navigateur, avait une version mobile depuis 2010-2011. À l'époque, il l'avait prévu pour Android et Maemo. Alors Maemo, on s'en souvient plus, c'était une plateforme pour tablette Nokia, qui est totalement abandonnée depuis. Et c'était pas sur iOS parce que Apple a des exigences. Les exigences d'Apple, c'est que les navigateurs qui proposent sur l'App Store soient obligatoirement faits avec le moteur de rendu WebKit. WebKit, c'est ce qui fait tourner, c'est le cœur logiciel d'un navigateur, en gros. Et WebKit, c'est ça qu'utilise Apple pour faire son propre navigateur Safari, mais ils n'avaient pas envie que les autres utilisent autre chose que la même chose que Or. Firefox utilise Gecko. Et donc, ils ont refusé d'aller chez Apple pendant plusieurs années. Et finalement, ils se sont dit que c'était quand même trop con, qu'Apple n'avait pas l'air de vouloir changer ses règles et que donc ils allaient s'y conformer. Et maintenant, Firefox existe. Ils ont tout refait depuis le début avec un moteur WebKit et c'est enfin sorti sur iOS. Donc avec toutes les fonctionnalités d'habitude, la synchronisation, la navigation privée, effacer mes traces, le bloqueur de pop-up et tout ça. Les gens qui sont sur Apple, essayez-y un coup, c'est quand même plus sympa que d'être dans un navigateur fermé dont on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et sinon, dernière petite application qui est sortie, YouTube Music. Alors on en parlait avec Sofian Fanen extrêmement récemment. C'est le nouveau service de streaming de Google qui s'appelle YouTube Red. Donc vous vous souvenez, ils veulent qu'on s'abonne pour 10 € par mois. Et puis on pourra écouter de la musique via YouTube en fait. L'application qui sert à ça est sortie. Donc quand on n'est pas abonné, ça permet juste de chercher surtout des clips musicaux. Et la recherche est un petit peu améliorée. On voit tout de suite quels sont les clips en version officielle, quelles sont les versions live, quelles sont les reprises, les version karaoké, paroles à l'écran, tout ça. Mais surtout, quand on s'inscrit sur YouTube Music, on est obligatoirement, on nous inscrit d'office à 14 jours d'essai de l'abonnement YouTube Red. Et une fois qu'on est abonné à 10 € par mois, donc on n'a ni pub, on peut écouter en arrière-plan en utilisant d'autres applications devant, et surtout on peut écouter uniquement l'audio d'une vidéo sans lancer l'image, et donc ça économise de la batterie et des données. Alors ça a un potentiel pour cartonner vu le catalogue de YouTube. Pour l'instant c'est disponible aux États-Unis uniquement, et je pense que ça va pas tarder. Et on va passer au quartier libre. Donc, Rémi Mathis, rebonjour. Bonjour. Alors, l'estampe, d'abord, on va commencer par le début, c'est quoi, techniquement ? Techniquement, c'est-à-dire que c'est les images qui étaient utilisées sous l'Ancien Régime, donc au temps de Louis XIV pour ce dont je m'occupe, qui reposaient sur la gravure. C'est-à-dire que vous prenez une plaque en cuivre ou en bois, vous la gravez, vous faites un petit dessin de dessus, il y a différentes techniques, mais on simplifie, vous mettez de l'encre, vous passez ça sous une presse comme pour faire un livre, et vous obtenez une image. Et le gros intérêt, c'est que vous obtenez une image qui est reproductible à très nombreux exemplaires et que vous obtenez une image pas chère. C'est-à-dire que, contrairement à tout ce
qu'on voit dans les musées habituellement, ce qui pour nous est l'art ancien tel qu'on se l'imagine. Les estampes, c'est en gros les vraies images que les vrais gens voyaient chaque jour quand on vivait au XVIIe siècle à Paris ou en France. Ah oui, d'accord. C'est pas l'œuvre d'art qui met des mois et avec un budget faramineux à produire. Il y en a aussi, mais c'est justement beaucoup plus large, ouais. et c'est donc y compris les petites images à la con, comme on voit sur Internet, exactement. Et ça permet une reproduction à grande échelle, en fait. C'est une sorte de... Enfin, c'est les premières photocopies, quoi. Un petit peu, ouais. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez avoir besoin d'une image à tirer un grand nombre d'exemplaires pour tous les usages, donc il faut vraiment s'imaginer que c'est toutes les images qu'on utilise actuellement, c'était des estampes à cette époque-là. C'est-à-dire que quand vous aviez besoin d'une image pour faire passer certaines idées, pour le roi, contre le roi, vous êtes un protestant qui venait de vous faire expulser de France, vous allez publier une petite image pour dire que c'est pas très gentil, etc. Vous allez avoir besoin d'un plateau de jeu de loi pour jouer, paf, vous avez une image qui présente un jeu de loi. Votre grand-mère est morte, vous voulez annoncer ça sur les murs de la ville, et paf, on a une estampe qui permet de prévenir que les gens sont morts. En gros, toutes les images de cette époque-là sont des estampes parce qu'on peut les tirer pour pas cher et de manière extrêmement rapide. D'accord. Et c'est le fait qu'on puisse les reproduire facilement qui a fait que l'image s'est mise à circuler de façon exponentielle par rapport à avant. C'est à ce moment-là que ça s'est passé? Oui, c'est-à-dire qu'on a justement exactement le même cas, la même coupure technique que avec Internet qui apparaît. Il y a quelques années sans Internet, pour avoir une image chez soi, on les collectionnait, on était très contents, on avait ces albums Panini. Maintenant, à partir du moment où Internet arrive, paf, le rapport qu'on a aux images évolue complètement, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de se les partager, beaucoup plus facile de les produire. Et entre le XVIe et le XVIIe siècle, c'est exactement la même chose. Vous aviez auparavant des images rares et chères, et à cette époque-là, en France, on a une explosion de la production, et du coup, il y a une créativité qui arrive, et surtout, les gens eux-mêmes s'approprient ces images et peuvent en faire plein de choses. C'est-à-dire, ils en font quoi? Les gens eux-mêmes, tu veux dire, il y a les... Enfin, qui sont... Est-ce que quand tu dis les gens eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a les producteurs d'images, enfin les gens qui sont plus ou moins artistes, je suppose, à la base, mais est-ce que les gens lambda peuvent entrer dans le système aussi et produire leurs propres images? Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que d'une part, des gens normaux, si on peut dire, en tout cas qui ne sont pas artistes, qui ne sont pas professionnels, vont produire leurs propres images. Et vous avez par exemple des artisans qui vont produire des modèles. Vous êtes un artisan qui fait de la gravure sur des armes à feu pour que votre fusil soit très 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 joli. Vous allez vous-même graver quelques modèles pour montrer, vous voyez, moi je sais faire ça. Vous pouvez me commander des choses, vous pouvez vous inspirer de ce que je fais, ou en tout cas acheter ces estampes pour vous donner des idées de gravure. Et même au-delà, quand tu dis est-ce que les gens s'approprient ces images, oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ces images, pour certaines personnes, sont une base, en fait, qui vont être ensuite recustomisées, réappropriées, et on a des exemples, alors avec des gens qui colorisent ces images, qui sont en noir et blanc dans un premier temps, même pour des images qui représentent des costumes, on va découper ensuite des petits bouts de tissu et recoller les bouts de tissu pour que ces costumes fassent plus vrais. On a même certains artistes qui vont faire des remixes complets et qui vont prendre différentes estampes, les découper, les recoller et recréer des œuvres d'art comme les collages qu'on imagine datés du XXe siècle, des surréalistes. Eh ben, c'est des choses qui existent à cette période-là. Ah, c'est super ça. Il y a une appropriation personnelle, loin justement de cette vision de l'art ancien comme c'est une œuvre d'art immuable qu'on met au mur. C'est absolument pas ça. En fait. C'est pas sacré du tout, quoi. Non. Je vais juste passer la bande-annonce de l'exposition parce qu'elle est super chouette. En plus, elle est assez groovy. Alors, quand tu dis que... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que
c'est que finalement c'est comme des remixes de l'ère d'avant Internet, où il y a plusieurs personnes qui mettent leurs pattes pour arriver à une autre forme d'image après coup. Et il n'y avait pas des problèmes de droit d'auteur aussi, comme on a chez nous, de gens qui râlent parce que l'image originale a été altérée ou qu'elle leur appartient? Si, c'est justement ce qui est très, très intéressant. C'est que quand on parle avec des gens dans le milieu de la culture, etc., il y a souvent un appel aux choses anciennes, uniquement pour dire nous descendons de Beaumarchais, et depuis cette période-là, nous protégeons les auteurs, etc. Et c'est ça qui est super intéressant quand on prend un petit peu de recul et qu'on étudie ce qui se passe réellement à cette période-là, c'est que les choses sont beaucoup plus complexes et que ça nous amène à nous poser des questions et à se rendre compte que le droit d'auteur c'est génial et c'est très utile pour plein de gens, mais qu'il y a d'autres modèles qui existent et à cette époque-là on est sur d'autres modèles. Alors avec une tension qui existe déjà justement entre la capacité à faire du commerce, la capacité à créer, la capacité à recréer, à s'approprier, mais à cette époque-là le droit d'auteur proprement dit ça n'existe pas, donc on se fonde uniquement sur un privilège, c'est-à-dire que vous alliez voir le roi en lui demandant est-ce que vous pouvez me donner le droit d'être le seul à publier ça. Et le roi vous répondait oui d'accord pour 6 ans. Par exemple d'être le seul à publier quoi? C'est-à-dire que vous disiez, alors moi j'ai fait une très belle vue de Paris depuis le Pont Neuf, je réclame un droit sur cette vue et toute personne qui ferait une copie sera mis en prison. Donc il a le titre officiel de celui qui fait des images du Pont Neuf. C'est ça, sauf qu'en réalité à cette époque-là il y a très peu de gens pour contrôler ça, donc ça, bien évidemment ça marche absolument pas. Et ce qui est intéressant c'est que si les estampes sous Louis XIV et les estampes françaises ont une telle importance, c'est parce qu'elles sont le support de la diffusion de la culture française. Si les Néerlandais, si les Allemands copient la culture française, c'est en se fondant sur ces modèles gravés, sur ces estampes, et que en fait il y a tout un tas de copies qui sont faites à Amsterdam, à Augsbourg, c'est-à-dire que finalement si la culture française s'est diffusée, c'est grâce au piratage, de manière assez paradoxale, et ce qui complexifie, alors ça ne veut pas dire que le piratage est bien, parce que bien évidemment que ça posait des problèmes de revenus pour les gens qui créaient les originaux, mais n'empêche que ça a eu des effets historiques qui n'étaient pas pensés à cette époque-là et qui nous semblent plutôt bénéfiques avec 3 siècles de recul. Je trouve ça passionnant. C'est en tout cas très marrant. Ouais. On n'en a pas tiré beaucoup de leçons finalement. Ben, c'est pour ça aussi qu'on organise. C'est que la culture est toujours exactement la même entre. C'est ça. Et d'où le fait qu'une exposition comme celle-là, on essaie justement de montrer que c'est des choses qui sont très très actuelles et qu'il faut pas penser que dès qu'on parle de choses anciennes, c'est forcément chiant, surtout pour des œuvres en noir et blanc comme ça, mais que si ça donc, peut on était justement. Dans une période d'or de l'artiste protégé. À qui pouvait vivre de son art, alors que maintenant plus, parce que là encore, les choses sont très complexes et rien que parler d'un artiste pour ces productions-là, c'est toujours très très compliqué, parce qu'on est là encore dans la limite entre l'art, l'artisanat, le commerce, avec des côtés marketing qui sont très très amusants aussi, et qui fait que ces œuvres, qui sont de qualité plus ou moins importante, sont pas non plus les œuvres qui arrivent toutes crues de l'esprit d'un génie immortel comme on présente l'art ancien, mais que c'est souvent différentes personnes qui interviennent et qu'on a un artiste qui invente le sujet, un ou deux graveurs, un imprimeur, un éditeur qui a souvent fait la commande et qui donc a eu son mot à dire sur ce qu'on avait gravé. C'est des choses qui sont finalement assez proches de ce qu'on peut voir dans la réalisation d'un film actuel ou de la musique, avec une œuvre, c'est ça, qui regroupe plein de monde et qui est finalement autant l'œuvre d'une société et d'une culture à un moment donné que réellement d'un créateur, quoi. Et tu m'as parlé d'approche marketing amusante. Alors, un exemple. Ça faisait partie de ton teasing. Un exemple d'approche marketing amusante, c'est que donc on a les gravures de mode dont j'avais déjà parlé, donc qui représentent une personne de la cour bien habillée, et les gens sont très contents de s'acheter ça parce qu'il y a un côté people qui existe déjà à ce moment-là, et quand on est un bourgeois parisien, quand on habite en province, on aime bien voir à quoi ressemblent les grandes personnes de la cour. Mais ça suffit pas de marquer en dessous.
Ça, je t'interromps juste, c'est diffusé où ça par exemple, les gravures de mode Alors c'est vendu chez des marchands à Paris, et ensuite les marchands de Paris vendent eux-mêmes à des marchands de province, et donc tu avais des boutiques où on pouvait aller acheter son estampe, soit 12 par 12, soit une par une. Voilà. Vraiment un système de diffusion de la presse people et mode, quoi. Voilà. Et ce qui est très amusant, c'est que à partir d'un certain moment, la légende de cette image qui auparavant disait juste dame de qualité portant une robe pour le soir, etc., disparaît et est remplacée par une légende qui attribue cette image à une personne précise. C'est-à-dire que vous aurez marqué à la place la marquise de Flamanville en robe de chambre. Juste parce que comme maintenant on a envie d'être bien habillé, non pas simplement comme une dame de qualité, mais comme la reine d'Angleterre, la femme du prince Trucmuche. Et donc il y a des questions de marketing qui apparaissent. Je suppose qu'en plus cette plus grande diffusion des images a permis de mieux savoir qui était qui, a permis de faire connaître les personnalités. C'est ça, mais là encore, avec beaucoup de recul à prendre, et on arrive encore sur une question qui se pose maintenant et qui se posait à cette époque-là, toujours comprendre qu'une image, c'est une recréation et que c'est jamais la réalité. Et maintenant, il y a plein de photoshopé, c'est ça. C'est ça, exactement. Et comme il y a plein de fakes maintenant, à cette époque-là, il y a déjà plein de fakes. Et un autre truc qui est à la limite entre le marketing et le fake, vous avez des portraits où il y a une date qui apparaît, parce que c'est important de dire ça c'est le roi en 1667, et en réalité quand en 73 tu te retrouves encore avec sur les bras des portraits que t'as pas vendus, les gens veulent des portraits qui sont récents, donc tu effaces le 67, tu rajoutes le 73 et tu mens, quoi. C'est vil. C'est vil, et donc en tant qu'historien, nous il faut qu'on réussisse à avoir ça, et ce qui veut dire que ça fait partie d'une éducation aux médias exactement la même que celle que je faisais sur Wikipédia, exactement la même qu'on essaie de faire avec les attentats actuellement, et ainsi de suite. Si c'est facile à faire techniquement, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison de s'en priver. Photoshop a toujours existé. Et alors comment on fait pour trouver si c'est vrai ou si c'est faux? On essaie de comparer les différentes épreuves qui existent encore, et qu'on en trouve certaines en 67, certaines en 73, on se dit ah tiens c'est bizarre. Et par ailleurs, comme d'habitude, on recourt à des sources tierces, des sources extérieures, et donc genre on sait que Louis XIV se rase sa petite moustache en 1687, donc s'il l'a encore après, c'est quelque chose qui ne va pas. Enfin voilà, on a toujours des choses comme ça. Mais donc s'il y a des légendes, ça veut dire que en fait il y avait les premières métadonnées, quoi, des images. Exactement. Et ça c'est aussi des choses très amusantes. C'est que une estampe, la plupart du temps, c'est une image et un texte censés aller ensemble, mais là encore pas forcément. Et le texte peut être changé et ainsi de suite. Et dans ces métadonnées, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent le nom de la personne qui a inventé le motif, du graveur, de la personne qui a commandé ça et donc qui a payé pour que ça soit publié. Donc ça nous permet très facilement d'avoir des données sur des gens, même si certaines estampes sont anonymes, même en très grand nombre, et que là encore, des gens mentent. Et on sait très bien qu'une estampe d'après Philippe de Champaigne, qui est un des grands peintres du XVIIe, ça se vend beaucoup mieux qu'un tableau religieux d'après un autre peintre. Donc on va raconter que certaines sont d'après Philippe de Champaigne, alors que c'est pas vrai du tout. Donc les métadonnées qui sont fausses, c'est également un problème qui existe à cette époque-là. C'est super. Eh ben, merci beaucoup. Donc l'expo, elle s'appelle Images du grand siècle, l'estampe française au temps de Louis XIV, et ça court jusque fin janvier 2016 à la BNF, donc vous avez le temps d'aller le voir. En tout cas, ça donne super envie, et tout ça, c'est écrit là-bas. Tout ça, c'est écrit, c'est expliqué. On a essayé de faire quelque chose de pédagogique pour le grand public. C'est super. Et merci beaucoup, Rémi Mathis. Merci, Camille. Et si tu veux, on va parler de chat et de concombre maintenant. Ça n'a rien à voir, mais je trouve ça important aussi. Donc les chats et les concombres, alors c'est marrant parce que juste avant l'émission je te disais on va parler de chats et de concombres et tu les as vus passer. Exactement. Et je trouve ça bizarre aussi. En ce moment, il y a un truc avec les chats et les concombres. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Ça passionne les gens. Tout le monde a un chat, tout le monde a un concombre. Oui, mais tout le monde n'a pas essayé. Et tout le monde devrait essayer parce que c'est super bizarre. Donc les gens commencent à poser des concombres derrière leur chat pendant qu'ils sont en train de manger. Et ils les filment. Et le but, c'est de voir si, quand le chat va avoir fini de manger et se retourner et dire « Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Il tombe sur le concombre et apparemment, il a peur. And the being to go through those progressions and read the it's important.
Voilà, donc ça c'était le chat Bells, le chat de Brent Xap sur YouTube, et c'est une vidéo qui date du 5 novembre, donc je crois que c'est elle qui a fait repartir tout le truc, parce qu'en fait ça date de bien avant. Les premières vidéos de chats et de concombres datent d'il y a quelques mois. Par exemple, il y en a une qui date du 10 mai, faite par Doki Doki. Enfin, je sais pas comment, de mai à novembre, tout d'un coup, il y a eu une espèce d'explosion. Toujours est-il qu'en ce moment, il y a un subreddit qui a été lancé, donc une sous-rubrique du site Reddit qui permet de s'échanger uniquement des vidéos de chats et de concombres. Ça s'appelle Cucumbers Scaring Cats. Et donc forcément, maintenant que tout le monde essaye de faire pareil avec son chat, il y a des compilations qui commencent à se faire, et notamment celle-ci avec une chouette musique par le Huffington Post. Alors, question, pourquoi les chats ont peur des concombres? Bonne question. Je te la pose. Alors, moi, j'ai vu un billet de blog sur I Fucking Love Science qui disait que c'était pas des concombres, mais que tout objet placé derrière eux leur ferait peur, et qu'on est parti sur les concombres, mais ça pourrait être autre chose, je sais pas. D'accord, alors ta théorie me plaît mieux que celle qui était en train d'émerger sur le subreddit en question, qui était que peut-être que les concombres ressemblent à des serpents. Parce que dans ce cas, il y a tout un tas de... Enfin, un concombre ne ressemble pas à un serpent déjà à la base. Et il y a The Telegraph aussi, un journal anglais qui fait les choses bien, qui a demandé son avis à un veto. Et le docteur Roger Mugford disait aussi que c'était peut-être parce que ça ressemblait à un prédateur, que si on mettait quelque chose qui ressemblait à une grosse mygale, ça ferait pareil. Mais effectivement, c'est surtout le fait de mettre quelque chose d'inhabituel derrière eux, alors qu'ils savaient très bien qu'il n'était pas là avant, parce qu'il est venu manger dans sa gamelle et il a bien vu qu'il n'y avait rien. Donc ce qu'il faudrait maintenant, au lieu de juste poster des photos de chats avec des concombres, c'est tester d'autres objets. De différentes formes et tout ça, sans gâcher la première fois avec un concombre, parce que sinon le chat, au bout de 3 fois, il va comprendre qu'on se fout un petit peu de sa gueule. Et vraiment faire un truc scientifique. Alors je sais pas comment faire. Il y a aussi des gens avec qui ça marche pas du tout, hein. Et puis les chats s'habituent au fur et à mesure. Par exemple, le même Doki Doki, au bout de la 3e fois, ça c'était en août, ça lui fait plus peur. Plus trop. Ce que je vous propose, si vous avez un chat et des fruits, c'est d'essayer, mais avec autre chose qu'un concombre, pour voir. S'il fait vraiment un bon pareil, on dira que c'est pas le concombre. Et on fera un article et on deviendra les rois d'Internet parce qu'on aura résolu le mystère du concombre et des chats. Moi, je propose. Et la semaine prochaine, on parlera des chats qui s'assoient dans un cercle, parce que c'est un autre mystère de la psychologie féline. Vous faites un cercle, le chat s'assoit dedans. Et on va finir avec des poils. Ça s'appelle My Hotline Bling Cat Ducci. Donc c'est l'histoire de Ducci le chat et de son maître, un jeune homme qui s'appelle Lilich. Bref, c'est mis en ligne par le youtubeur Yen Ching-Su et vous l'avez sans doute vu, mais c'est super. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Et voilà, le 56K c'est fini. Merci encore Rémi Matisse. Merci. Et à la semaine prochaine. Salut!